Victoria Colizza, bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Et vous dirigez une unité INSERM qui est spécialisée dans la modélisation des épidémies. Pour simplifier, en fait, vous tentez d'évaluer les risques et notamment les risques de vulnérabilité pour l'Afrique, car c'est un continent vulnérable. Oui, tout à fait. Surtout si on regarde, par exemple, le système sanitaire, qui ont bien évidemment des faiblesses par rapport au système sanitaire qu'on a en Europe. On a fait une étude où on a estimé le risque d'importation de Covid, donc le nouveau coronavirus, de zones infectées à l'Afrique, et pour le mettre en relation avec la capacité fonctionnelle que chaque pays a de répondre à cette épidémie. Alors là, on regarde, par exemple, il y a 3 pays qui sont à risque le plus élevé, Égypte, Algérie, Afrique du Sud. En même temps, ces 3 pays sont les pays qui ont plus de capacité dans le continent africain. Mais bien évidemment, il y a d'autres pays qui sont à risque modéré d'importation et qui, par contre, vont avoir beaucoup plus de limitations. Alors, vous parlez donc de ces 3 pays, l'Égypte, l'Algérie. C'est là où certains cas, peu de cas finalement, ont été détectés. Pourquoi ce nombre si faible de malades en Afrique ? Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Déjà, il pourrait y avoir un délai dans l'entrée, par exemple, dans certains cas, jusqu'au moment de la détection et confirmation. Après, il faut se rappeler quand même qu'il peut y avoir des cas qui sont échappés et donc qu'il échappe le système de surveillance active. Avec des modèles statistiques, on a estimé que, par exemple, que parmi 10 personnes, 10 cas importés dans un pays, 6 peuvent passer sous les radars. Donc, c'est une grosse majorité des cas qui peuvent ne pas être détectés. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de détecter le coronavirus en Afrique. Il y en a un au Sénégal, par exemple ? Il s'agit vraiment tout au début de la possibilité d'identifier ces cas. Il peut y avoir des cas qui n'ont pas des symptômes, ou des cas qui ont des symptômes faibles, et donc ils ne se présentent pas vers l'assistance médicale. Alors là, on ne les voit pas. C'est les cas, par exemple, dont on a parlé, qui est décédé en France. Là aussi, on ne connaît pas l'infection, d'où il vient. Le patient zéro, le fameux patient zéro. Exactement. Donc, dans ces cas-là, c'est plus difficile. Donc, la chose importante à faire est de reconstruire la chaîne de transmission pour pouvoir identifier toutes les personnes qui ont été exposées à ces risques et bien les isoler pour éviter une transmission locale. Oui, parce que vous parlez de vulnérabilité, mais aussi finalement de la capacité de ces pays à soigner. Dans le cas de l'Égypte, de l'Algérie, là, les pays s'en sortent plutôt bien ? Plutôt bien par rapport aux capacités de l'Afrique. Mais en même temps, on a vu par exemple un système sanitaire ou de surveillance, on a vu dans les pays européens avec l'exemple de l'Italie, mais maintenant aussi il y a une transmission active en Allemagne. C'est très difficile de contenir une maladie de ce type, d'isoler, de la maîtriser. C'est impossible même. Ça devient vraiment compliqué. Par exemple, si on fait un rapport avec le SRAS, avec l'épidémie du SRAS, un patient montrait les symptômes même avant de transmettre. Et les symptômes étaient sévères. Dans le nom même du SRAS, il y a ce degré de sévérité. Là, par contre, on a une possibilité de transmettre même avant les symptômes. Et alors là, c'est, d'un point de vue clinique, vraiment impossible de détecter et isoler un cas. Est-ce qu'il y a des pays, pour revenir à l'Afrique, qui vous inquiètent principalement ? Là, vous parliez du Maghreb, de l'Algérie, de l'Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres pays, notamment en Afrique noire, qui vous inquiètent compte tenu des structures médicales et sanitaires ? Oui, parce qu'il s'agit de structures qui sont limitées d'un point de vue de ressources, donc pas seulement équipement, mais aussi de personnel qui puisse être bien formé pour répondre à cette infection. Alors, il y a des pays qui ont fait face déjà à l'épidémie d'Ebola. Là, par exemple, ces pays, on peut mettre en place déjà des ressources, de la surveillance active, comme par exemple le screening de la température à l'aéroport. Mais par contre, la formation autour d'une transmission différente, Ebola par rapport à une infection respiratoire, nous indique qu'il faut vraiment investir pour renforcer ces systèmes. Et justement, depuis cette crise, depuis Ebola, qui a touché beaucoup de pays, le Libéria, la République démocratique du Congo notamment, est-ce qu'il y a eu des mesures de surveillance renforcées dans ces pays ? Il y a eu des mesures, par exemple au point d'entrée, donc aux aéroports, la mise en place de systèmes de surveillance de la température, des mesures de la température, parce qu'il était déjà disponible à partir de l'épidémie d'Ebola. Mais en même temps,
les choses qui manquent vraiment, c'est plutôt le personnel. Une fois qu'on fait personnel qualifié. Oui, une fois qu'on fait une investigation épidémiologique autour d'un cas comme on fait maintenant en France, ça demande beaucoup de personnel pour pouvoir suivre tous les cas suspects et aussi les contacts qu'ils ont pu avoir dans un temps de 14 jours. Et alors, s'il y a quelqu'un qui est très actif d'un point de vue social, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il peut avoir établi beaucoup de contacts. Quel est le but de votre travail sur votre rapport sur l'Afrique? Attirer l'attention aussi des pays riches sur un danger potentiel? Oui, les premiers buts étaient vraiment d'identifier les régions et les pays où il faudrait prioriser les ressources et le renforcement des systèmes sanitaires dans un temps qui est très court parce qu'on a vu que l'épidémie évolue de façon très rapide. En même temps aussi de donner un peu d'attention, spotlight sur ces problèmes pour que toute la collaboration internationale puisse vraiment mettre en place une préparation plus globale. Est-ce qu'il y a des espoirs de traitement aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt? Alors c'est tôt, on n'a pas un traitement spécifique. Il y a des traitements qui ont été utilisés, traitements qui sont utilisés pour le VIH ou pour Ebola. Dans certains cas, ils ont marché, mais on n'a pas un traitement spécifique. Le développement d'un vaccin est déjà parti, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps, même voire un an et demi jusqu'au moment de l'administration. Donc ce qu'on doit mettre en place, c'est toute une mesure de mitigation, donc pour maîtriser l'épidémie, pour gagner du temps en attendant des mesures spécifiques. Et donc le confinement XXL? Confinement est faisable tout au début de l'épidémie. On ne peut pas les faire sur longtemps, c'est pas faisable et c'est pas soutenable vraiment aussi d'un point de vue de coût social et économique. Merci beaucoup pour vos explications. Vittoria Colizza, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Vous avez beaucoup de travail, donc j'imagine, en ce moment. Merci en tout cas. Le coronavirus, il en sera aussi question à Naples ce jeudi où se rend Emmanuel